Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le gazoduc Maroc-Nigeria, en projet depuis des années, est relancé et suscite l'intérêt des investisseurs. La coopération Sud-Sud prend toute sa place à l'heure où la conjoncture économique mondiale est perturbée par le conflit entre l'Ukraine et la Russie, important fournisseur d'énergie. Quelle stratégie pour lutter contre la pauvreté, notamment au Cameroun? La Banque mondiale promeut l'utilisation des systèmes nationaux de données. Objectif affiché, tirer parti du pouvoir des données afin d'assurer le développement. Et le carré final de la Coupe de la Confédération CAF jouera ce dimanche 8 mai les matchs allés. Un club libyen, un sud-africain, un autre marocain et une équipe congolaise sont encore en lice pour tenter de soulever le trophée. Les manches décisives sont prévues le 15 mai. Mais tout d'abord, le Kenya veut faire appel aux investisseurs internationaux pour financer son budget 2021-2022. Le pays ambitionne de mobiliser 1 milliard de dollars sur le marché international de la dette d'ici juillet 2022. Cette opération intervient dans un contexte où la Covid-19 a resserré les finances de l'État, alors que le pays s'apprête à organiser des élections présidentielles et parlementaires cruciales en août prochain. Notons qu'il s'agira de la 5e émission d'Eurobond du Kenya sur le marché international de la dette. C'est un pipeline qui s'annonce comme le plus long du monde. Le gazoduc reliant le Maroc au Nigeria est plus que jamais d'actualité. Dans les cartons depuis 2016 et officielle depuis 2018, cette initiative se présente comme une alternative au gaz provenant d'Europe de l'Est, zone actuellement en conflit. Le Nigeria détient les premières réserves africaines en gaz et les 7e au niveau mondial. Plus de détails avec Marie-Raphaël Antolo. Le plus long gazoduc voire faciliter le transport du gaz entre ces puissances énergétiques. Une fois achevé, le gazoduc va longer la façade atlantique ouest africaine sur environ 5,700 km. Son coût de réalisation est estimé à environ 25 milliards de dollars. Son opérationnalisation va favoriser l'émergence de pôles industriels et encourager le développement de filières industrielles sur le continent selon les autorités des deux pays. Le gazoduc est en fait la voie d'acheminement d'une ressource minérale gazeuse du point de production vers le point de destination, c'est-à-dire le pays acheteur. Donc en l'espèce, le pays qui produit le gaz, c'est le Nigeria et le pays qui l'achète, c'est le Maroc. Donc ça revient à dire que si ce projet est mis en œuvre, à mon sens, ça va être comme un projet panafricain. S'agissant du niveau de réalisation de ce projet, les autorités marocaines et nigérianes précisent qu'il est actuellement au stade d'études et de recherche de partenaires financiers. Plusieurs entités, notamment l'Organisation des pays exportateurs de pétrole ou encore la Russie, manifestent un vif intérêt pour ce projet gazoduc. Cependant, aucun accord défini n'a encore été signé. Cette infrastructure de transport du gaz de pétrole liquéfié ou du gaz naturel qui va transiter par ces 9 pays-là, ça sera un avantage pour chacun de ces pays parce que chacun va prélever un quantum de financement ou à tout le moins un quantum de revenus. Parce que le gaz, il est liquide, mais à la fin, ça devient de l'argent. Donc cet argent sera en partie partagé entre le pays producteur qui est le Nigeria, le pays acheteur qui est le Maroc et chacun des 9 pays traversés par cette infrastructure. Rappelons que le méga-projet de gazoduc Maroc-Nigeria est le fruit d'une coopération entre l'Office national des hydrocarbures et des mines du Maroc et la compagnie pétrolière nationale nigérienne, signée en juin 2018. Outre le Maroc et le Nigeria, le plus long gazoduc offshore du monde va traverser les côtes de 11 pays du continent. Également dans l'actualité, en Centrafrique, plus de 60% de la population, soit environ 3 millions de personnes, ont besoin d'une aide humanitaire selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA. Une crise qui risque de s'aggraver dans les prochains mois. En raison du conflit qui persiste en Europe de l'Est. L'inflation généralisée touche le prix du blé en hausse de 36% ces 2 dernières semaines. L'OCHA estime qu'au moins 2,2 millions de Centrafricains sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë élevée.
Passer par la révolution des données pour transformer la vie des plus vulnérables, c'est l'ambition de la Banque mondiale, notamment pour le Cameroun. Sa stratégie, tirer parti du pouvoir des données pour assurer le développement afin que nul ne soit laissé pour compte. Le point avec Séverin Douqueux. Des systèmes de données plus robustes sont nécessaires pour combattre la pauvreté. Selon une étude menée à travers le monde, à peine 40% des 80 pays examinés étaient dotés de réglementations optimales en matière de données, dont moins du tiers des pays à faible revenu, même si beaucoup commencent à en adopter. Nous discutons des moyens pour aller de l'avant pour le Cameroun afin qu'il puisse bénéficier de la transformation digitale. Sur quels sont les challenges, quelles sont les opportunités. Le Cameroun, comme tous les autres pays dans le monde, a des challenges. Il y a des choses à faire dans tous les pays et il n'y a pas qu'une seule manière de les faire. Nous sommes ici pour discuter dans ce sens et chercher des voies et moyens pour avancer. Dans un rapport paru en 2021, la Banque mondiale a lancé un appel en faveur du renforcement des systèmes nationaux de données afin de tirer pleinement parti de la révolution des données pour transformer la vie des pauvres. Il s'agit notamment des données administratives ainsi que des données de recensement et d'enquête produites par des organismes publics, de données générées par des citoyens et des particuliers et de données produites par des machines sans interaction humaine. Au niveau du Cameroun, la production des données technologiques est encore disparate. Il faut l'harmoniser pour que nous ayons une bonne planification, un instrument pour le gouvernement. Beaucoup est fait, mais la collecte de l'information n'est pas faite en temps réel. Mais pour les autres statistiques, l'INS en a collecte, que ce soit le BUNEC, que ce soit le BUCREP. Mais vous voyez que ça, c'est un peu l'ancienne économie. Alors le challenge aujourd'hui est de trouver les voies et moyens pour pouvoir harmoniser toutes ces données-là. Alors qu'elle présentait ce 5 mai à Yaoundé au Cameroun son dernier rapport sur le développement du monde, la Banque mondiale a insisté sur la nécessité pour les États d'engager un dialogue national entre les différents acteurs de la chaîne de collecte de données, notamment ceux du numérique. Au Soudan, le village d'Abougo, dans la région du Darfour, dispose désormais d'un centre de santé, un établissement qui suscite à la fois joie et soulagement pour la communauté locale. Et pour cause, leur ancien centre avait été détruit en 2004, un sujet de Kamesh Katapoulé. La joie se lit sur leur visage. Au Soudan, ses habitants sont venus célébrer l'inauguration d'un centre de santé. Situé dans le village d'Abougaou, au nord du Darfour, cette structure est le fruit d'un partenariat entre la communauté locale, l'ONG Action Humanitaire Africaine ou encore l'Organisation mondiale de la santé. Un véritable soulagement pour ces familles qui n'auront plus à parcourir de longues distances pour se faire soigner. Ici, les gens ont réellement la sensation d'être pris en charge. Ils bénéficient de services adéquats et l'endroit est confortable. Ils peuvent aussi prendre des médicaments. Conséquence du conflit au Darfour, l'ancien centre de santé avait été détruit en 2004. Une situation qui est assez courante dans ce pays d'Afrique de l'Est. D'après les Nations Unies, 26 attaques perpétrées contre des centres de santé ont été enregistrées au cours de l'année 2021. Des incidents qui avaient vivement alerté l'OMS compte tenu du contexte de crise sanitaire. La construction du centre d'Abougaou était donc une priorité pour l'agence onusienne. Les dialogues communautaires entamés il y a presque 2 ans dans l'état du Darfour nous ont permis de mener à bien ce projet. Lorsque la communauté est informée et prend une décision précise sur le type de service de santé dont elle a besoin, elle n'en est pas simplement bénéficiaire, elle fait aussi partie de la planification et de la conception. Ce projet voit le jour à l'heure où les violences persistent au Darfour. À la fin avril, plus de 200 personnes ont perdu la vie dans des heurts qui ont débuté dans la ville de Krink. Les initiatives se multiplient en République démocratique du Congo pour préserver la faune. En 2002, le centre Luiro a été créé non loin de Bukavu, dans le sud Kivu. Sa mission, sauver et protéger les primates, victimes de chasse illégale, de braconnage, mais aussi des conflits qui sévissent dans l'est du pays. Plus de détails avec Océane Kwasi.
Situé à l'intérieur du parc national de Kahuzi-Biega, le centre de réhabilitation de Luiro accueille des singes comme ce jeune chimpanzé qui a été sauvé d'une tentative de kidnapping. Fondé en 2002 par l'Institut congolais pour la préservation de la nature, le centre de Luiro apporte des soins médicaux et psychologiques afin de guérir les animaux de leur traumatisme. Aujourd'hui, le centre totalise au moins 112 chimpanzés et il y a 118 je peux dire oui, 118 petits singes. Tous ces animaux-là sont venus dans le mains des braconniers. Ce sont des animaux qui ont été sauvés, en train d'être disparus dans la nature, qu'on a trouvés dans les mains des braconniers et aussi dans les mains des déteneurs, les gens qui domestiquaient les animaux sauvages. Depuis des décennies, l'Est du pays est le théâtre de violences armées. À cela s'ajoute la chasse illégale et le braconnage qui sont à l'origine d'une éradication massive des grands singes. Ces enjeux suscitent l'intervention des agents du centre qui craignent désormais de relâcher les primates dans leur habitat naturel après leur réhabilitation. Pour cause, la présence des milices dans les forêts inquiète grandement. Il y a déjà les groupes qui sont déjà prêts, qu'on peut réintégrer, mais il y a ce qui cause, c'est les groupes armés qui résident dans leur milieu naturel, dans la forêt. Il y a aussi le braconnage qui continue. On a difficile à réintégrer les animaux tant qu'il y a encore ces groupes armés sont encore dans la forêt. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, en 2016, il ne restait plus que 5000 spécimens de gorilles dans la zone est du pays. Bien qu'il n'y ait aucune preuve que les groupes armés soient impliqués dans les enlèvements, le partenariat pour la survie des grands singes, dirigé par les Nations Unies, soutient que leur présence dans la forêt constitue toujours une menace pour les singes de la région, déjà menacés d'extinction. Le monde du ballon rond vivra une série de demi-finales ce week-end. Après les demi-finales de la Ligue des Champions ce samedi, place aux demi-finales de la Coupe de la Confédération CAF ce dimanche 8 mai. Les 4 clubs en lice, à savoir un Libyen, un Sud-Africain, un Marocain et un Congolais, s'affronteront en match aller ce dimanche. Les matchs retour sont prévus pour le 15 mai. Le point avec José Douglas. De belles affiches pour ces demi-finales de la Coupe de la Confédération CAF ce dimanche 8 mai. D'abord, le TP Mazembe de la RDC face au RS Berkane du Maroc. Le TP Mazembe a validé son ticket à Lubumbashi pour les demi-finales en battant à domicile les Égyptiens de Pyramids FC en match retour des quarts de finale. Le TP Mazembe, double vainqueur de la Coupe de la Confédération Total Énergie en 2016 et 2017. La renaissance sportive de Berkane n'avait besoin que d'un but pour se qualifier. En tout cas, quel choc, car c'est un Congolais, Florent Ibenge, qui va retrouver ses terres et entraîne le RS Berkane. Les Marocains sont vainqueurs de l'édition 2020. Le RS Berkane, cette équipe marocaine qui a commencé à prendre goût à jouer dans la cour des grands et a commencé à prendre place parmi les gros. Berkane n'a rien à perdre dans ce match-là puisqu'il va se frotter à une équipe réputée redoutable sur le continent. Le TP Mazembe, malgré beaucoup de problèmes au sein de cette équipe, c'est une équipe en reconstitution. C'est une équipe depuis 2-3 ans qui commence à se chercher, mais ça reste quand même une équipe redoutable. L'autre demi-finale avec les Libyens d'Al-Ahly de Tripoli face aux Sud-Africains d'Orlando Pirates. Rappelons que dans le derby libyen en quart de finale, Al-Ahly s'est imposé 1-0 face à Al-Ittihad, match nul à l'aller. Quant à Orlando Pirates, l'équipe sud-africaine a su remettre les pendules à l'heure en se qualifiant face à Simba. Orlando Pirates, c'est une équipe qui connaît quand même la compétition. Al-Ahly, c'est l'invité, on va dire, surprise de cette année-là, de cette compétition, malgré tous les problèmes intérieurs par rapport au déroulement du championnat libyen. Mais j'ai vu le match du derby entre les deux équipes. C'est une équipe qui est très difficile à manier. C'est une équipe qui joue le contre très très bien. Orlando Pirates, et c'est une équipe qui connaît quand même la compétition. C'est une équipe qui doit passer dans cette demi-finale. Les matchs retour sont prévus le 15 mai pour connaître les finalistes de cette Coupe de la Confédération édition 2021-2022 et celui qui succédera au club marocain du Raja Club Athlétique qui avait battu la JS Kabylie 2-1 en finale. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.